Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle masterclass organisée par l'école 3IS. Nous sommes en direct du campus de Lyon et nous parlons ce soir du son à l'image vue par le réalisateur. Le réalisateur en question, c'est Olivier Abou que je vous demande d'accueillir s'il vous plaît. Bonsoir Olivier, micro. Bienvenue à vous. Alors Olivier, vous avez 50 ans, le bel âge, et depuis 2007, vous avez alterné avec le grand écran, avec Territoire, Fury, et aussi le petit, avec la série pour Arte Les Papillons Noirs, personnellement bien aimé, Marnie 1 et 2, le film Droll Games, et donc vous êtes réalisateur, producteur et scénariste. C'est important d'avoir ces trois casquettes parce que on va parler du son ce soir, et parfois la partie production prend un peu le relais. Parfois ça donne des idées parce que on peut pas forcément faire tout ce qu'on veut quand on veut, donc il faut être malin et on va en parler. Je vous propose tout de suite de visionner ce sujet préparé par Cécile Néroux. Olivier Abou a réalisé Fury en 2019, un long métrage traitant notamment de la masculinité au XXIe siècle. Un thriller à l'ambiance dramatique et pesante. Soyez raisonnable et partez maintenant. Sinon quoi? On va payer les traits de notre maison pour loger 2 squatteurs pendant qu'on vivra dans une caravane avec notre fils. Ne fuis pas la peur, savoure-la, embrasse-la. C'est quoi le plan? Nous l'avions auparavant découvert dans Territoire, son premier long métrage, un film franco-canadien dénonçant une politique ultra-sécuritaire et anxiogène. S'ensuivit Maroni, que l'on pourra retrouver le 21 mars prochain sur Arte. Fortin a été retrouvé hier en fin de matinée. Vous avez des suspects? J'ai pas fait le mal, j'ai pas fait le mal, Je vais la trouver la fille, je vais te sortir de là, je te le promets. Come with me. Tu cherches quoi? On retrouvera par la suite aux côtés de Bruno Merle dans Les Papillons Noirs. Une mini-série télévisée de genre thriller psychologique saluée unanimement par la critique. Il n'y avait rien. Mais comprends-moi bien, là, je te raconte des dates, des lieux, des noms. Je te décris des scènes avec des détails. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui se passait dans notre tête. Ça peut pas se raconter. Et pour finir, nous aborderons bien sûr Droll Games, le dernier long métrage d'Olivier Abou, dramatique, mais surtout dans l'air du temps. À la vie, à la mort, fidèle et fraternel. Maintenant, en fait, le mec, il va être avec nous tout le temps, c'est ça? Putain, mais qui c'est qui dit qu'il va pas nous balancer, ton pote? Bonsoir mesdames et messieurs, ceci est un braquage. Avant de parler, de rentrer un peu dans le vif du sujet, comme nos étudiants sont présents dans la salle, Olivier, je suis sûr que ça les intéresse de savoir en tant que jeune réalisateur quels ont été vos stages, quelles ont été vos premières réalisations, ça s'est passé comment pour vous? J'ai pas fait beaucoup de stages. J'ai aidé un peu les potes. On était toute une bande à faire nos premiers courts-métrages. Donc l'idée, c'était on jouait un peu tous les rôles sur les courts-métrages des copains. Ça, c'était en sortant de l'école. Moi, je suis passé par une école qui s'appelle l'ESEC à Paris. Donc ça, c'était en 13-14. Et donc, on a touché un petit peu à tout, mais vraiment, j'imagine, comme vous faites ici, à jouer un petit peu tous les rôles. Moi, j'ai très vite fait mon premier court-métrage. Donc, en tant que réalisateur, c'est vraiment ça qui me plaisait, donc que j'avais écrit. Et on a vraiment réuni un petit peu d'argent en grattant à droite à gauche, récupéré de la pellicule, parce que j'ai de la chance d'avoir tourné en pellicule. Et ça s'est fait comme ça, à l'huile de coude. Et ensuite, ce court-métrage a voyagé, a fait pas mal de festivals, ce qui m'a permis d'en faire un deuxième, puis un troisième, puis ensuite un moyen-métrage, un film qui durait 40 minutes. Et voilà, ça s'est étalé sur 4-5 ans. Pendant lesquels j'avais commencé à écrire mon premier long que j'ai jamais fait, évidemment, comme souvent les premiers longs. Voilà. Pour vous tourner, c'est l'adrénaline, c'est le numéro 1.
C'est plus que l'écriture, plus que la prod, plus que tout, c'est ça. C'est sûr. Moi, j'aime beaucoup le tournage, mais parce que c'est vrai que c'est aussi le collectif, c'est une équipe. Je pense qu'on en reparlera. Moi, j'ai eu la chance, avec le temps, de créer une vraie famille de cinéma. Des gens, des collaborateurs dont je suis très proche, avec qui il y a beaucoup de confiance et d'émulation de projet en projet. Et c'est vrai qu'un tournage, même si c'est vraiment assez difficile, physiquement déjà, on en parlera, mais un long tournage, mais même un tournage très court, on va dire que Fury, par exemple, je l'ai tourné en 28 jours, ce qui est très très peu pour un film comme ça. On finit littéralement sur les rotules, mais en même temps, il y a une adrénaline, il y a la création qui prend le pas sur la fatigue. Et c'est donc des expériences extrêmement intenses, mais c'est aussi une colonie de vacances un petit peu, un tournage. Ouais. C'est une bulle, donc c'est beaucoup quand même de moments où on mélange le plaisir, le travail, la création. Comment ça se passe pour le son ? J'imagine donc que ça ne change pas forcément de film en film, que c'est une équipe que vous avez depuis un certain temps, quoi. Pour le son, puisqu'on parle de son, j'ai rencontré mon ingénieur du son sur ma première expérience, on va dire vraiment professionnelle. C'était pour Canal, c'était une série de 3 fois 30 minutes qui s'appelait Madame Hollywood, qui était déjà du genre, qui allait quand même assez loin. Et donc à l'époque, ça m'avait vraiment permis de me faire remarquer et de monter le financement de mon long métrage. Là, j'ai rencontré mon ingénieur du son, mais qui lui-même avant faisait, avec qui j'ai fait à la fois, donc il a fait à la fois la prise de son et le sound design du film. Ouais. Et il a comicsé la série. Donc il avait vraiment fait toute la chaîne, un peu comme un chef opérateur peut faire la prépa, l'image, l'étalonnage. Donc il avait fait ça, et en fait on ne s'est jamais quitté. Et c'est lui qui m'a rapidement présenté Rémi Gauthier, qui est devenu mon mixeur attitré. Qui gère toute la post-prod derrière. Et qui gère toute l'équipe son. Et qui mixe aussi les films ou les séries. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié outre-Atlantique, c'est-à-dire qu'il y ait un mixeur qui n'arrive pas qu'à la dernière étape, en fait, pour le mixage, mais qui est un superviseur de toute l'équipe son. Donc, ce qui fait que en fait, c'est très pratique pour moi, parce que je n'ai qu'un interlocuteur artistique qui, lui, va ensuite déployer les informations auprès de l'ensemble de l'équipe. Et l'équipe, elle peut être très vaste. Sur Drone Games, par exemple, comme c'était un film avec beaucoup de travail sur le son, il y en a toujours beaucoup, mais là, particulièrement avec les drones, c'était quand même assez costaud. Ouais. Il y avait 3 monteurs directs, il y avait 3 sound designers, il y avait beaucoup de monde en coulisses. Ah ouais, donc Rémi a géré toute cette équipe, tout en supervisant le sound design, et ensuite a récupéré les 99 pistes pour qu'on se retrouve. On a fait un pré-mix ensemble, ouais. Et ensuite on est allé dans une vraie salle de mix pour le final. Et ça, c'est vrai que c'est des expériences. Alors c'est un peu pareil avec tous les membres de mon équipe, mais ce qui est intéressant, c'est que on a un travail très en amont qui démarre au moment du scénario, en fait, où on commence déjà à parler de la couleur du son, ouais. Qui va du coup avoir un impact sur la prise de son, puisque non seulement en termes de son capté, mais aussi en termes de couleur. Donc ça va aussi jouer sur quel type de micro. En fonction de chaque film, il y a une esthétique. Donc ça se construit aussi pas mal pendant. Ça se construit avant. Et c'est beaucoup pendant aussi. Avant, pendant, et jusqu'au bout. Ouais. On va parler de la voix dans vos films, et surtout de la mise en scène du son, parce que c'est quelque chose que vous faites. Alors, dans vos bandes son, parce qu'on s'est parlé un petit peu avant, je sais que vous utilisez beaucoup les directs, c'est-à-dire le son du tournage qui a été pris pendant donc les prises de son du tournage. Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Quand même, on a une culture en France du son direct. Moi, j'en suis l'héritier. C'est vrai qu'aux États-Unis, on sait que les films sont énormément post-synchronisés. C'est aussi une autre couleur. Moi, disons que la question ne se pose pas vraiment quand je travaille avec des acteurs. J'ai envie d'obtenir de leur part le plus de justesse. Ça va passer souvent, quand il s'agit de scènes dialoguées, évidemment, par la manière dont ils vont l'interpréter. Et lorsqu'on est tous heureux de ce qu'on a sur le plateau, et qu'évidemment la prise de son est bonne et qu'on en a parlé avant, quel genre et puis surtout qu'on a la matière pour la travailler en post-production, cette voix, je ne vois vraiment pas pourquoi j'irais refaire tout ça en post-synchro. Olivier Abou, vous êtes également scénariste, le son dans
dans vos films, je me demandais si vous pensiez à l'écriture. Je pense que oui, parce que j'avais vu 2-3 trucs, à mon avis, c'est obligé. Est-ce que vous commencez une scène, vous êtes en train d'écrire, en ce moment vous êtes en grande phase d'écriture, est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive parfois? Ça commence par le son. Autant la mise en scène de l'image, c'est quelque chose qui vient, on va dire, assez naturellement quand on est réalisateur et qu'on écrit ses propres scénarios. Ouais. Ça semble assez logique en les écrivant de commencer à les imaginer. Mais il m'arrive assez régulièrement, en effet, de savoir que la mise en scène va passer à la manière dont on va traiter le son. Allez, on va verser dans le sound design, Olivier. Mais avant d'en parler, j'ai une question. Je pense que c'est philosophique. Ne soyez pas trop long, Olivier. J'aimerais savoir, pour vous, quel est le rôle du silence? Qu'est-ce que ça exprime pour vous dans vos films? Non, mais déjà, le silence au cinéma, c'est quoi? C'est pas l'absence de son. C'est la première chose qu'on pourrait dire. En fait, c'est plus un travail sur le plein et le vide, mais pas forcément sur le fait qu'il n'ait aucun son. Alors, on en parlait un petit peu en coulisses tout à l'heure, mais j'ai pas énormément d'exemples. Je pense que dans 2001, l'Odyssée de l'espace, il y a une séquence où il y a absolument aucun son, mais ce qui est quand même assez rare. Et puis chez Godard, je suis sûr qu'il y a un film, je sais pas lequel, où il a fait ça. Mais en général, c'est plutôt le plein, le vide, le creux surtout, et donc la dynamique et le contraste. Comment, en fait, en passant d'une scène extrêmement remplie, volumineuse, bruyante, et la scène tout de suite en cut derrière, où il va y avoir un son de vent, ou quasiment rien, va nous paraître être un travail sur le silence. C'est évidemment hyper intéressant d'un point de vue de la dynamique. Il y a un film, je pense, qui est assez génial, si c'est un sujet qui vous intéresse à revoir, si vous l'avez déjà vu, mais en l'écoutant sous cet angle-là, c'est No Country for Old Men des frères Cohen, qui fait un travail vraiment extraordinaire sur le silence. Donc oui, moi je trouve ça vraiment passionnant, mais c'est vrai que j'ai tendance à naturellement le travailler dans un jeu de contraste et de dynamique. Ce qui est vraiment extraordinaire avec le son, c'est que c'est une des premières façons de parler au spectateur d'un point de vue sensoriel pour moi. C'est vraiment une dimension, moi, qui me passionne dans le cinéma. C'est que c'est des expériences, certes, alors intellectuelles, c'est un récit qu'on nous raconte, c'est des émotions, c'est un voyage qu'on peut faire à travers des thématiques, une histoire, des personnages, mais c'est aussi une expérience sensorielle. Et je pense que le son est au premier plan dans ce travail, si c'est quelque chose qui vous intéresse en tant que réalisateur ou ingénieur du son ou mixeur, c'est que le son, je pense beaucoup plus que l'image, est directement connecté en fait aux sensations du spectateur. Ouais. Et on sait très bien que si on va mettre un son extrêmement aigu, le spectateur va avoir tendance à faire ça. Si on met des basses, on va tendance à avoir à se baisser justement. C'est physiologique en fait. Donc le son est directement connecté au corps du spectateur et faire vivre donc des expériences sensorielles au spectateur va passer avant tout par le son. Et moi ça m'intéresse. En termes de son, on a passé quand même une barrière un peu technologique, ou même à la maison, on a quand même, on n'a plus des tout petits haut-parleurs dans la télé. Donc ça ouvre des perspectives. Et puis même quand on regarde un film sur son ordinateur, il suffit de le mettre un peu près et puis de mettre un casque. Et en fait, ça marche bien. Mais il faut mettre un casque, c'est quand même important. C'est mieux. Est-ce que vous pensez parfois la bande-son comme une narration à part entière? C'est-à-dire que c'est vraiment la bande-son qui raconte l'histoire et l'image qui sous-tend le reste? Oui, tout à fait. Alors ça, ce qui est intéressant avec cet aspect des choses, c'est que parfois c'est une volonté dès le début, mais parfois c'est aussi des contraintes de production qui font qu'on essaye de trouver les meilleures idées. Et parfois, et même, j'ai envie de dire même souvent, je ne vais pas dire quasi systématiquement, mais quand même la contrainte nous permet souvent d'être plus créatifs. Olivier, quelle est pour vous la limite entre le sound design et la musique? On va parler de musique dans pas très longtemps, très important. Pour vous, c'est quoi? C'est quoi cette limite? Est-ce que le sound design peut être une musique? Est-ce que la musique peut devenir du sound design? Est-ce que vous savez, vous avez la frontière ou pas? Alors, je ne sais pas strictement même c'est quoi le sound design. Oui, c'est beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire
au bruitage, beaucoup de sons qui demandent à être fabriqués sur des machines, on va dire. Mais le bruitage donc s'intègre parfaitement là-dedans. La musique, comme je disais tout à l'heure, pour moi, la frontière sur certaines séquences, elle est mince. C'est pour ça que je parle de cette collaboration entre mon sound designer mixeur et mon musicien, où parfois ils se partagent la même track. Mon mixeur va être plus intéressé et sensible à fabriquer par exemple une nappe extrêmement complexe dans certains types de fréquences, tandis que mon musicien va lui créer des harmoniques avec certains outils, des synthés ou des cordes. Donc parfois oui, la frontière elle est très fine. Tout ça c'est une matière qu'on fabrique en vue de créer ou une narration, ou des émotions, ou des sensations, ou les trois. Mais c'est des outils au service de ces trois éléments-là. Bien sûr. Mais est-ce que, par exemple, votre musicien peut balancer un peu de son design, du coup? S'il propose ça, ou vraiment, c'est un peu compartimenté, quand même? Non, alors, on va assez loin, en fait. C'est qu'en général, je demande à mon musicien... Mais vraiment, il le fait... Il s'appelle comment, d'ailleurs? Il s'appelle Clément Terry. Il le fait avec pas beaucoup de gens. C'est que je lui demande les stems, en fait. Ce qui nous permet de faire un peu les sagouins avec les stems de sa musique. Mais parfois, je sais très bien que la musique est composée d'une quinzaine de stems et que l'un d'entre eux, par exemple un drone, quelque chose qui ferait... mais hyper bien bossé sur ces machines, je vais avoir envie de l'isoler pour le remettre ailleurs. Donc je peux prendre parfois des éléments de sa musique pour les utiliser comme du sound design. Voilà. D'accord. Ou parfois même reprendre un petit peu sa musique en mettant plus ou moins un stem en avant. Donc on mixe un petit peu sa musique aussi au mixage. On va parler de la musique à présent. Et vous avez pu le constater, Pierre Lénic nous a rejoint. Bonsoir Pierre, vous êtes compositeur, vous êtes bien sûr intervenant chez 3IS Lyon. Je vais vous laisser la parole pour rentrer un peu plus dans l'univers musical d'Olivier. À vous, je vous en prie. Eh bien, bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Avant de vous questionner Olivier sur la place de la musique dans les films, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de la place de la musique dans votre vie, et en particulier dans le processus d'écriture des films. Alors ouais, en effet, la musique, ça a une place très importante. Déjà, j'aime beaucoup la musique, on va dire comme ça. En général, j'en écoute tout le temps. Je suis tout le temps en train d'écouter de la musique et dans des genres extrêmement différents. Dans le processus créatif, c'est sûr, pour moi, ça démarre dès l'écriture. J'écris quasi systématiquement en musique. Je pense que je cherche presque la tonalité de ce que j'écris à travers la musique. C'est-à-dire qu'il y a un moment où dans l'écriture, je me dis « Ah oui, ça y est, j'ai compris le ton de ce que je suis en train d'écrire parce que j'ai trouvé la musique qui va coller. » Et c'est parfois un process qui prend du temps. Ça peut être assez immédiat, voire précéder même la première ligne. « Ah ouais, j'ai une idée, mais je sais quel genre de musique va accompagner ce film. » Et parfois, ça peut prendre plusieurs semaines avant de le trouver, mais... c'est toujours concomitant avec la petite lumière de se dire « Ah oui, ça y est, je crois que je sais ce que je veux faire, je sais de quoi je parle et comment j'ai envie d'en parler. » Donc chez moi, c'est vraiment très, très présent. Ça, c'est la première chose. J'ai même envie de vous dire que je pense que je fais des films que pour mettre de la musique sur des images. En vrai, c'est ça vraiment qui me fait le plus triper. Oui, parce que vous nous avez dit tout à l'heure que vous demandiez aux compositeurs parfois de vous livrer de la musique au moment du tournage. Alors ça veut dire qu'il y a une collaboration très en amont, même pendant l'écriture en fait. Alors c'est vraiment systématique. C'est-à-dire quand moi j'ai mon scénario, il lit les premières versions parce qu'il sait que je vais lui faire la misère après pendant au moins un an. Donc il préfère y aller en douceur. Donc il va lire les premières versions du scénario et on va se mettre à parler musique. Donc moi je constitue toujours une playlist en fait. J'ai une playlist sur Spotify ou Deezer que j'alimente en fait sur le projet pendant l'écriture. Ce qui fait que déjà je peux partager de la musique avec mon musicien. Ça ne veut pas dire qu'il va s'en inspirer, mais il va comprendre à travers certains titres. Parce que je mets aussi beaucoup de musique additionnelle en me disant cette musique-là, je la veux à un moment sur telle scène ou telle autre.
mais il y a quand même quelque chose qui va se dégager en s'inspirant de musique classique ou de jazz ou d'autres musiques de film, une tonalité qui va se dessiner, on va se dire d'accord, il veut aller par là. Ces playlists, je les partage aussi avec l'équipe, parce que pendant la prépa, je sais qu'ils écoutent tous la playlist. Donc ça permet aussi à tout le monde de se mettre dans le bain et très très vite. Pour ce qui est du rapport avec mon musicien, en effet, on discute beaucoup, on écoute de la musique ensemble, on parle du scénario avant tout, de ce que je raconte, pourquoi je veux raconter ça. On rentre dans certaines scènes, et une fois qu'il a une idée un peu précise de à quoi va ressembler ce film, alors il va travailler de son côté. Et en fait, avant de rentrer en tournage, normalement, on a un thème, voire plusieurs thèmes qui sont dégagés. Puisque parfois on a plus d'un thème dans un film. Dans Les Papillons Noirs, par exemple, il y en a 3 distincts qui vont être déclinés avec des variations. Ces 3 thèmes, on les avait au moment du tournage. Ce qui permet, en fait, moi aussi, de faire écouter la musique aux acteurs. Ça peut m'arriver parfois, dans certaines scènes, de mettre des oreillettes aux acteurs dans des séquences non dialoguées, et d'aller chercher une émotion en leur diffusant dans l'oreille la musique que je vais mettre sur cette scène-là. Parfois, moi, il m'arrive aussi d'écouter la musique que Clément a composée en demandant à mon mixeur de me mettre le direct dans une oreille et la musique dans l'autre, pour voir si rythmiquement ça fonctionne. Parce qu'il m'arrive aussi de caler carrément la mise en scène, le découpage, les plans et les dynamiques internes des plans sur la musique que j'ai l'intention de mettre, qui a été composée par Clément. Donc je regarde l'image et la musique et je me dis non, mais là l'acteur ne va pas assez vite, le travelling ne va pas assez vite. Donc je me cale parfois complètement sur ce que Clément a composé. Oui, parce que alors, vous avez dit tout à l'heure que votre compositeur Clément était très versatile. Et est-ce que ça, c'est pas justement permis parce que vous avez une collaboration de longue date et que vous vous comprenez, on va dire, au-delà des mots? Parce que c'est compliqué de parler de musique avec des mots. C'est très compliqué. J'avoue qu'après toutes ces années, j'ai pas énormément progressé dans le langage des musiciens. Donc, non, je continue à lui parler que de ce dont j'ai envie en termes de thématiques, d'émotions, beaucoup d'émotions en fait. Et puis souvent, le plus simple étant de partager l'écoute d'un morceau de musique en disant voilà, là on y est, c'est ça que je cherche, de là à là, c'est à ça que le film va ressembler. Donc souvent, moi je pense qu'on peut très facilement décrire et dire moi je veux que mon film il ressemble à tel morceau de musique, par exemple. Ça me semble la meilleure façon, enfin quasi universelle, de s'adresser à tout le monde d'ailleurs, et aux membres et à ses collaborateurs. On parlait tout à l'heure de l'imbrication de la musique avec le sound design, et c'est vrai que là, la musique, elle peut participer à la scénarisation aussi. À la musique originale? Oui. Ah ouais, beaucoup oui, dans la scénarisation, et particulièrement l'émotion, je crois, ou la dynamique de certaines séquences. C'est vrai que dans Drone Games, la musique a composé Clément, il y avait 2 thèmes. Il y avait un thème, on va dire, intimiste, qui est le thème du héros, et en particulier de son rapport à sa mère, qui est une sorte de petite ritournelle très très simple, mais qui revient sous différentes formes, quasi de la boîte à musique jusqu'à une orchestration plus ample. Et ensuite, il y a toute la musique des scènes d'action, mais qui là est quasiment bruitiste, qui est faite entièrement sur machine et à partir de banques de sons, une banque de sons monumentale. Et Clément a composé quelque chose... c'est quasiment du bruit en fait, cette musique-là. Donc il a vraiment là pour le coup sévi dans 2 genres complètement différents, tandis que les musiques additionnelles ont particulièrement accompagné la bande de jeunes, pour les inscrire aussi dans une époque, dans des scènes de fête, beaucoup en fait, puisque c'était quand même au cœur du projet. Alors, on sent qu'il y a quand même un vrai amour de la musique, hein, quand on vous entend parler. Oui, non, mais je suis pas du tout musicien, c'est ça qui est fou. C'est probablement pour exprimer moi-même une frustration de ne pas en jouer. Mais je pense que la musique, c'est universel, en fait. On peut vraiment s'adresser aux gens. La sensation, les émotions, la narration à travers la musique, sans dialogue, sans rien, c'est quelque chose qu'on partage tous. Et plus on élargit son champ, en plus, son oreille, et
Et plus c'est passionnant, parce qu'on peut découvrir des trucs à tous les âges, en fait. Parfois, je pense qu'il faut être prêt. Il y a certaines musiques où on n'est pas prêt à certaines époques de la vie. Et ensuite, alors, je ne sais pas, Penderecki, par exemple, je crois qu'on ne dit pas comme ça exactement son nom, mais voilà, que Kubrick a beaucoup utilisé dans ses films, par exemple. La musique contemporaine très dérangeante. C'est pas facile à écouter chez soi, mais moi maintenant c'est de la musique que j'apprécie d'écouter alors qu'elle est extrêmement désagréable a priori. On peut dire aussi que plus le réalisateur aime la musique, plus la relation va être riche avec le sound designer et le compositeur. Moi le son c'est vraiment central, vraiment comme on le disait tout à l'heure, je pense que ça fait partie du processus créatif. Alors la musique, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus simple. Moi, avec mes acteurs, souvent on se retrouve, on va dire 4-5 jours dans un local pour faire les répètes. On va écouter de la musique tout le temps. Bon, vraiment, je partage la musique avec tout le monde, tous mes collaborateurs. Il y a tout le temps de la musique chez moi. Je peux pas dire mieux. On a parfois tendance à passer sur des sons et des machines qui reproduisent bien la réalité quand même d'un orchestre, mais on n'y est pas encore, ça donne pas le change complètement. Ben non, je crois que l'interprétation par un musicien d'une partition, elle lui appartient, justement, elle a beau être parfaite, elle est unique, elle est impure un peu, pas comme un ordinateur qui travaille quelque chose de pur et de parfait, et donc de froid, donc ça manque souvent de vie, c'est très bien, ça s'écoute, c'est parfait, mais tous ces musiciens ensemble qui vont s'approprier cette musique, qui vont y mettre leurs couleurs, leurs imperfections, tout ça fait qu'il y a de la texture, il y a de l'émotion, parce qu'il y a de la vie, parce que c'est joué par des gens. Mais je pense qu'on est amené à en reparler beaucoup dans le futur avec les histoires d'intelligence artificielle en particulier, qui vont nous amener aux mêmes considérations en réalité. Oui, justement, alors ça m'amène à une question concernant la gestion des émotions avec la musique. Justement, par exemple, comment on essaye de booster une séquence ou au contraire, comment on essaye de calmer le jeu à un moment donné. Alors oui, comme je disais tout à l'heure, pour certaines scènes, par exemple dans Drone Games d'action, c'est évident que la musique joue un rôle fondamental dans l'électrification de la séquence et donc du spectateur. Donc la musique est tellement ample, prend tout, montée en 5/1, elle est là, elle est partout, elle nous enveloppe, elle est électrique, elle va à 180 BPM, donc tout ça sur les plans de drone additionné à des plans qui dépassent jamais 2 secondes, le bruit des drones, etc. Ça crée évidemment une dynamique qu'on ne retrouverait pas sans l'ajout de la musique. Parfois, il y a des séquences où émotionnellement aussi, on est peut-être passé un peu à côté, et parfois la musique nous aide à juste remettre l'aiguille au bon endroit, en tout cas. Parfois, on l'a pas réussi, ou en tant que metteur en scène, ou avec ses acteurs, on n'a peut-être pas réussi, et la musique peut compléter ce travail-là. Le fantasme, quand même, je vous avoue, c'est qu'aujourd'hui, j'aimerais bien essayer de faire un film sans musique du tout. Justement parce que je suis comme ça, et que je me dis que ce serait un exercice extrêmement intéressant pour moi. Ouais. Clément va être content. Un vrai, ça lui fera des vacances. Mais oui, c'est quelque chose. On parlait de No Country for Old Men tout à l'heure. Il y a une nappe qui doit faire une note à un moment et qu'on retrouve au générique de fin. Et il y a donc ça que j'adore. Il a fait une nappe qui dure 20 secondes. Et il y a une musique Carter Burwell. C'est quand même très classe. Mais ils ont fait ce film sans musique, et je pense que, en tout cas moi, mais beaucoup, personne ne s'en est rendu compte en fait qu'il n'y avait pas de musique dans ce film. Pourtant, les frères Cohen sont plutôt baroques en termes de... c'est généreux comme cinéma. Et ça, je pense que c'est un exercice, mais qu'il faut faire quand on est en pleine maîtrise de son talent, de son art, parce que je pense que c'est très difficile justement de ne pas s'appuyer sur la musique pour pallier à un certain nombre de choses parfois. Bien, merci beaucoup Olivier d'avoir répondu à toutes nos questions. On va maintenant laisser place aux étudiants qui vont préparer des questions. Merci Pierre. Et également des questions qu'on nous a posées sur Twitch, puisque nous sommes en direct sur Twitch. Comment est-ce qu'on fait quand on écrit un scénario pour décrire le son ? Est-ce que vous faites une description assez exhaustive et ensuite vous discutez vraiment avec vos
vos techniciens, ou est-ce que vous avez une vraie approche à l'écriture même des sons? Non, ouais, c'est une bonne question. C'est assez rare en réalité dans un scénario que, en tout cas moi, je rentre dans la description du son, en tout cas de manière systématique. C'est sûr que non, parce que je pense que c'est autre chose qui se joue dans un scénario et que ce serait complexifier la lecture. Parce qu'en général, un scénario, bien sûr, ça va être un outil de travail pour toute l'équipe, mais c'est avant tout un outil pour convaincre des acteurs et trouver du pognon. Donc, qui va être lu par des financiers, des plateformes, des chaînes, des distributeurs, etc. Et il faut leur faciliter la tâche. Il faut qu'ils lisent une histoire, qu'ils puissent se projeter dedans. Donc, à moins que dans certaines séquences, ce soit vraiment pertinent pour comprendre la séquence que de parler de son, alors dans ce cas-là, oui. Par exemple, ça peut être même parfois une référence à une musique que tout le monde connaît. Si c'est important, ça, et qu'on ne raconte pas qu'on va mettre le dernier morceau de Daft Punk alors qu'on est en train de faire un court-métrage, qu'on n'aura jamais les droits, hein, donc ça, faut pas le faire. Mais parfois, pour donner une tonalité à une scène, ça peut être intéressant. Ou alors, si, je pense que dans cette séquence sur Maroni, où elle regarde à droite, à gauche, elle voit les gens rentrer et sortir, je pense que j'avais dû juste évoquer quelque chose comme le zoom sonore. Enfin, voilà. Ça suffisait à dire que à chaque fois qu'elle allait voir un truc, on allait pénétrer aussi grâce au son dans cette toute petite bulle isolée dans l'espace. Et voilà, et ça suffit. Mais je pense qu'il faut juste privilégier le côté agréable de la lecture. Et si c'est indispensable, le mettre, mais ça l'est rarement. En revanche, après, ça devient des discussions passionnantes et complètes avec les autres membres de l'équipe. Est-ce que vous pensez que le son peut sauver, entre guillemets, une scène qui rend pas comme prévu à l'image? Ah oui, complètement. Mais toujours, hein, très souvent. Je pense d'abord qu'une scène, elle n'est pas... Une scène, elle n'est pas complète si elle n'est pas montée avec du son, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Enfin, penser qu'un film, c'est que des acteurs qui parlent, je sais pas, a priori, ça s'appelle plutôt du théâtre filmé, ça. Donc envisager pour moi de montrer même au stade du montage des séquences où il n'y a pas un minimum de montage son, ça me semble complètement fou. D'ailleurs, ça ne m'arrive jamais. Et je pense que tout... semblerait à des spectateurs vraiment complètement en chantier, en fait, sans ce travail-là. Ensuite, comme on disait aussi tout à l'heure, par exemple, la musique, parfois, elle peut aussi sauver une scène, la dynamiser quand il manque des plans parce qu'on n'a pas eu le temps, accentuer un travail de montage qui est bien, mais qui va peut-être pas assez loin, ou parfois, juste faire un parti pris de raconter quelque chose, comme on disait tout à l'heure, uniquement avec le son, comme l'extrait qu'on a vu où son amie s'immole par le feu, elle la cherche partout dans la ville et finalement elle s'immole. On garde la violence hors champ, pourtant on la ressent grâce à ce qu'elle joue et c'est globalement le son qui fait tout, les cris et ce qui se passe dans le off. Donc de la même façon qu'on aurait pu imaginer que j'ai tourné cette scène et puis plein d'autres plans, par exemple, je vois très bien le process qui nous fait dire non mais la scène elle est pas bien, ou alors elle est trop violente, ou alors elle est trop complaisante. Et si on se concentrait uniquement sur ce plan-là, et on la faisait uniquement au son, et d'un coup ça devient une séquence qu'on va vivre en tant que spectateur et dont on se souviendra justement parce qu'il y a peut-être un parti pris qui vient du son. Donc je pense que oui, ça arrive tout le temps, ce genre d'histoire. Que pensez-vous de la méthode de Bertrand Mandico de créer sa bande sonore après le tournage du film et de post-synchroniser les dialogues? J'en pense que c'est bien, il a l'air de s'éclater, il fait des objets, vraiment des petits ovnis à chaque fois. Il a une approche très originale en fait du son et aussi artisanale. Je pense qu'il cherche cette étrangeté et moi je trouve ça toujours intéressant d'expérimenter et de chercher des choses. Donc j'en pense que du bien des gens qui cherchent et qui tentent des choses. Moi je voulais savoir si des contraintes techniques au son pouvaient influencer une mise en scène, puisqu'il y a différentes manières de prendre le son, notamment en direct. Je pense à Jean-Pierre Jeunet qui a une approche du son qui est très intimiste, minimaliste. Et je voulais savoir si une contrainte du son
pouvait vous faire revoir votre mise en scène. Je sais pas, je prends un exemple, vous voulez quelque chose comme Jean-Pierre Jeunet, quelque chose qui est très rapproché, mais vous voulez un plan large, mais c'est pas possible pour une raison X ou Y. Est-ce que vous êtes capable de modifier ou de moduler votre mise en scène à cause de ça, ou est-ce que la technique doit toujours servir l'artistique? Vouloir faire un plan très large et en même temps avoir une grande proximité, par exemple dans les dialogues, c'est vraiment un choix qu'a priori on prend avant, enfin une décision qu'on fait avant de le mettre en place et qui est toujours très intéressante. Mais il y a pas vraiment de contraintes en fait là-dedans. Quelles contraintes on peut avoir? On peut avoir beaucoup de vent. Ça, c'est quelque chose qui arrive, les bords de mer. Moi, pour avoir tourné à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un îlot de 5000 habitants, c'est un caillou, on fait le tour en 20 minutes. Donc, battu par les vents d'hiver, là, le vent était souvent notre ennemi. Mais on a décidé d'abord de faire avec. Donc, quand ça ne fonctionnait pas, eh ben, on se disait, ça n'est pas très grave, on le fera en post-synchro parce que de toute façon, ça n'allait pas dénaturer la scène et je pense que personne ne l'a senti. En revanche, ça nous a demandé de faire énormément de prises de son, de vent, de toutes les sortes, tous les jours, pour avoir justement au montage son le loisir d'avoir des vents, toutes les textures avec tous les espaces possibles, etc. Mais non, enfin, oui et non, quoi. Oui, je pense qu'il faut s'adapter à ces contraintes-là quand il y en a, mais je vois pas énormément de surprises en fait qui puissent nous arriver réellement par tourner dans l'espace où on peut pas faire de son parce que le son pas. Mais donc je pense il n'y a pas vraiment de surprise qui peut nous arriver de vraiment très grave, quoi. Il me semble, à moins que ça m'échappe. En revanche, en faire quelque chose d'esthétiquement, retourner la contrainte pour en faire quelque chose d'esthétique, ça, oui, là, ça devient intéressant, ouais, en effet. Je voulais vous poser une question, vous allez certainement me le rappeler. Le son, c'est aussi la voix des comédiens. Est-ce que vous dirigez la voix des comédiens? Est-ce que vous leur demandez une intonation spécifique lors des répliques? Et si oui, comment? Comment peut-on diriger quelque chose d'aussi précis que la voix, en fait? Non, c'est compliqué. Des intonations, ça demanderait de carrément imiter ou jouer soi-même ce qu'on voudrait que l'acteur reproduise. Moi, c'est pas du tout quelque chose que j'aime faire. Certains le font très bien, hein, par exemple Claude Lelouch. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un making-of d'un de ses films. C'est hallucinant. Il joue tous les dialogues de tout le monde et les acteurs répètent derrière exactement avec ses intonations. Donc c'est assez fascinant. Ce qui donne en fait aussi ce jeu très particulier des acteurs chez Lelouch, mais aussi très très vrai. On a l'impression que c'est presque chopé sur le vif. Mais c'est une méthode qu'il travaille depuis 50 ans. Il sait faire, c'est son truc. Moi, jamais je m'aventurerai du côté des intonations avec des acteurs. Je pense que ça leur appartient. En revanche, on peut parler de porter la voix plus ou moins. On peut parler de chuchoter, on peut parler de dire des choses sur un certain ton, mais moi que je décrirais, mais je ne m'aventurerai pas à l'imiter. Parce que je trouve que c'est pas vraiment ma place et que ça fait partie de leur travail. En général, en plus, hein, jamais vraiment besoin de ça. Je suis beaucoup plus, en fait, dans la... Pour moi, le truc fondamental, mais on revient à quelque chose presque de l'ordre de la musique, c'est la musicalité du dialogue, en fait. Il va trop vite ou pas assez. La pause n'est pas au bon endroit. Le temps entre deux mots n'est pas au bon endroit. Et donc, en fait, c'est un travail assez musical, moi, finalement, que je fais avec les acteurs sur les dialogues. Je voulais savoir, est-ce que vous accordez d'abord une importance d'abord au multicanal, est-ce que ça vous permet, est-ce que vous voyez ça comme une nouvelle ère de jeu en fait pour vous, le multicanal, 5 points, l'Atmos aussi, je sais pas si vous avez eu l'occasion de filmer, enfin de mixer en Atmos avec votre mixeur. Est-ce que vous avez apporté quelque chose d'important à ça? Ah oui, c'est assez fondamental. Atmos, malheureusement, non. Je pense que si Drone Games avait été un film pour le cinéma et pas pour Prime, on l'aurait fait en Atmos parce que il est rare d'avoir des films où on peut utiliser ce genre d'outils sans que ça paraisse trop
Ouais, fête foraine, justement. Mais là, avec les drones, les passages de drones dans tous les sens, l'Atmos aurait été vraiment parfait. Mais ça n'avait aucun sens là de le faire, puisque c'était un film destiné à être diffusé sur la plateforme d'Amazon. Oui, bien sûr, en termes de gestion de l'espace, moi, c'est un outil, évidemment, au mixage. J'ai toujours mixé, oui, en Dolby, en 5.1, évidemment. Le truc avec lequel il faut être prudent, c'est justement pas trop faire sortir le spectateur de cette immersion en lui balançant des choses un peu déséquilibrées pour le plaisir de la porte qui ferme derrière parce que attention, il y a un méchant qui arrive, tu as juste envie de te retourner en salle pour voir qui vient n'importe comment au milieu du film. Enfin, donc, mais aujourd'hui, ça y est, on sait manipuler ces outils sans tomber justement dans le train fantôme. Et c'est évidemment passionnant au même point que le jeu sur un format, par exemple, de choisir de tourner en 1.33, en 2.35, ou de choisir tel objectif plutôt que tel autre, et des focales, etc. C'est un peu le même rapport qu'on peut entretenir à ce travail du multicanal qu'avec les focales ou les types de caméras. En fait, c'est presque l'équivalent pour moi au niveau du son. Et je pense qu'il est adapté et différent à chaque projet. Est-ce qu'il y a des instruments récurrents en ce qui concerne, par exemple, pour une scène d'horreur, il y a des instruments que vous réutilisez en boucle qui vont augmenter justement le suspense et la tension. Et pareil pour les scènes peut-être de comédie ou d'action. Est-ce qu'il y a des instruments qui vont tout le temps revenir ou pas du tout ? C'est presque un musicien qui devrait vous répondre de manière plus précise. Moi, j'associe... après, c'est que des clichés, on va dire. Parce que si on fait Psychose, on peut l'imiter. Avec des petits coups de violon tout sec, ça va toujours évoquer la même chose aux gens. Si on balance des gros drones hyper basses, bien granuleux, ça va créer une tension immédiate. Si au milieu de tout ça, on envoie du violon ou un son très aigu, on va attirer l'attention du spectateur. Donc, il y a plein, je pense, de technique très facile, mais de là à y associer, je pense que culturellement, on peut associer à certains instruments, ouais, et encore, parce qu'avec des violons, on peut faire Les Dents de la Mer, Psychose, mais on peut faire une musique romantique absolument sublime. Donc, je suis pas sûr de ça. Après, probablement qu'un musicien pourra répondre. Mais encore, à mon avis, on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec tous les instruments. Mais... je crois que dans cette question, il y a aussi la question de la référence, en fait, au cinéma. Est-ce que vous, par exemple, vous avez fait référence à des films de l'histoire du cinéma ? Oui, par exemple, dans Fury, en utilisant une musique assez proche de, par exemple, Trénodie pour les enfants d'Hiroshima, qui est très connu, en fait, même si le titre vous évoque rien, parce que c'est dans Shining, qui est un film très connu, cette musique expérimentale, très très étonnante, par exemple. Voilà, moi j'avais envie d'une musique comme ça, totalement chaotique, déstructurée, sans mélodie, parce que on peut faire surgir un peu n'importe quel son, presque n'importe comment. Enfin, c'est ce qu'on croit quand on l'écoute, mais quand on le voit fabriquer, c'est une autre affaire. Et donc, bien sûr, en me référençant directement à ce morceau-là, pas en espérant qu'on chope la ref, mais en l'assumant en tout cas complètement. Donc oui, bien sûr, ça a pu m'arriver, mais quand on parle des Papillons Noirs, la musique, elle est vraiment inspirée du giallo italien, et pour ceux qui connaissent les films de Dario Argento, c'était un vrai clin d'œil qu'on faisait à cette époque, parce que visuellement aussi, d'ailleurs. Et on parlait de Morricone tout à l'heure, il a beaucoup contribué au début de sa carrière à ce genre musical. Oui, et c'est ce qui lui a donné aussi après cette force dans les grands films qu'on lui connaît ensuite. C'est probablement ces 10 années où il a été le plus expérimental en réalité, en mélangeant les genres et le jazz en particulier complètement dissonant. C'est là où il a le plus expérimenté. On le connaît pour Il était une fois en Amérique et plein d'autres choses, mais la musique les BO de ces giallo, c'est vraiment incroyable. C'est un génie, mais c'est un visionnaire. On peut écouter ça aujourd'hui, c'était fou. Donc c'était une très grosse ref à assumer, et c'était pas simple, cette petite ritournelle, cette voix, cette chanteuse lyrique, pour pas être juste dans la reproduction
Voilà, c'était la référence, mais c'était vraiment un travail extraordinaire qu'a fait Clément là-dessus. Je termine. Il y a un mot qui a été employé, là, c'est le mot expérimental. Je crois que faire des films, c'est toujours expérimenter. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à un tout petit bout de la fabrication du film Jurassic Park. Eh bien, les voix des dinosaures, elles sont faites en partie avec des samples de criquets qui ont été retravaillés, qui ont été superposés. Et donc, cette dimension expérimentale, je crois qu'elle existe partout dans le cinéma. Voilà. C'est même ce qui fait son intérêt. On pourra terminer là-dessus, c'est une belle conclusion. Ouais, non, il faut absolument expérimenter. Quand d'ailleurs on a un scénario qui est chouette, qu'on aime, on a répété, on a fait des modifications, on arrive sur le tournage, il faut casser le jouet. Enfin, à un moment donné, il faut laisser rentrer la vie au moment du tournage et puis se dire, ça, j'avais prévu de le faire comme ça, mais ça ne marche pas. Il faut être assez clairvoyant et honnête avec soi-même et de se dire ça ne marche pas, je vais faire autrement et j'ai l'occasion d'improviser et justement de laisser exprimer un geste artistique, pas pensé, pas répété, pas préparé, mais si on connaît suffisamment son sujet, ce geste est souvent le bon. Donc il faut vraiment laisser rentrer l'expérimentation et la vie, mais bien préparé avant pour pouvoir le faire bien. Ça me semble vraiment fondamental dans ce travail. Parce que sinon, on s'ennuie vite à juste exécuter ce qu'on a prévu de faire pendant des mois avant de tourner. Et le but, c'est donc de ne jamais s'ennuyer. Il faut s'amuser, absolument. Il faut s'amuser, absolument. Et c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Olivier. Le son à l'image. Merci beaucoup. J'aimerais remercier à Denis Heuillet à la réalisation, Julien Riffard au son, ainsi que tous les étudiants qui sont présents, qui ont fait la technique ce soir, parce qu'ils ont travaillé, étudiants en son de deuxième année musique, et puis d'image troisième année. Merci Pierre-Lénic d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup à toutes et tous, et bonne soirée.